Nous sommes jeudi 8 mars 2018, kiosque, décor spécial 8 mars, journée internationale de la femme. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles. Au menu ce jeudi 8 mars, nous parlerons de l'engagement politique de la femme et son rôle du côté de l'homme politique. Nous parlerons également du verdict du procès en appel de Bemba concernant sa condamnation supplémentaire d'une année pour subornation de témoins. Le verdict est dans quelques minutes. Nous en parlerons tout au long de ce magazine kiosque de ce 8 mars. Nous reviendrons également sur la rencontre Joseph Kabila et 7 patrons de grandes firmes du secteur minier. Après 8 heures de discussion, Joseph Kabila n'a pas reculé face aux exigences des opérateurs miniers. Leurs préoccupations seront prises en compte dans les règlements miniers qui sera élaboré par le ministre de Mines. Nous allons tout au long de ce magazine kiosque, nous allons revenir évidemment sur le scandale à la primature, avec la bagarre. Vous aurez les analyses des femmes à ces sujets. Les titres de journaux tout d'abord, Madame, Monsieur, la prospérité a titré ce matin, promulgation du code minier confirmé, Kabila, géant minier, la brouille évitée. Flash info, d'écrire, rencontre des investisseurs miniers avec le président de la République. Que vient faire Albert Youma? S'interroge à sa une Flash Info ce matin. Et puis Progrès Hebdo a titré le jeu de chat et la souris, le dessous de carte du code minier révisé. Le journal Le Grognon, le journal satirique, a mis à sa une la RDC en danger, primature, les déluges après Matata. Grand débat, hebdomadaire Grand débat, d'écrire primature, la démission du DIRCAP de Tchibala. Très attendu, Michel Somoué, le poulain du prof Loumoine, est désormais boudé par tous les cabinets du Premier ministre. L'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire, l'objectif, a écrit au sujet de la journée internationale de la femme. Ce 8 mars, journée internationale de la femme, investir de la force productrice de la femme rurale, une priorité en République démocratique du Congo. Et le dernier journal, c'est La Lumière du Congo. Somoué vers une démission, le PGR prend langue avec Tchibala. Ce sont là les grands titres de journaux que nous avons reçus aujourd'hui sur ce plateau de kiosque qui a le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui deux femmes, des femmes de médias, deux grandes femmes de médias. Il s'agit de Christelle Wanga, qui est habituée des kiosques. Bonjour Christelle. Bonjour Gisèle, et bien habillée ce matin. Merci, comme toi. Et bonne fête de journée de la femme et aussi à toutes les femmes, ces ravissantes femmes congolaises qui me suivent et à notre invité qui est juste en face de moi. Oui, elle sera présentée tout à l'heure là, ouais. Bonne fête à elle. Je suis encore très heureuse de me retrouver sur ce plateau. On ne m'a pas eu les jours passés. J'étais un peu souffrante. Oui, la maintenant ça malaria va. ne m'a pas ratée. Maintenant ça va et je suis habillée en noir ce matin parce que nous sommes en deuil. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes en deuil. Nous avons perdu un vaillant combattant, Rossi Mukendi. Et cette affaire me concerne beaucoup plus. Et je suis très affectée parce que j'ai entendu le papa de Rossi à la télévision dire que Rossi voulait que sa fille un jour devienne comme moi. Et ça m'a vraiment touchée. Et le retombé, le feedback que nous avons de ce travail que nous sommes en train de faire, peut-être avec les moyens difficiles. On se réveille le matin, on laisse sa famille. Peut-être les poches avec vides. tous les risques. Peut-être pas on n'a pas l'argent de carburant, on prend des motos, on prend des bus pour arriver. Mais si ça peut impacter toute une génération, alors là,
continuer à le faire. Il faut continuer. En face de Christelle, il y a Gaëlle Kibungu. Oui. Bonjour Gaëlle. Bonjour Gisèle, bonjour Christelle. Bonne fête à vous, c'est un plaisir de se retrouver à vos côtés ce matin. Vraiment, le jour est assez particulier, oui, et c'est justement un jour où non seulement on va parler de la femme, parce qu'il y a beaucoup de problèmes tout autour de la gente féminine, mais aussi, comme a dit Christelle, saluer quand même l'âme de tous ces héros qui tombent à cause de l'injustice, parce que juste ils ont voulu revendiquer des droits. Qui sont tout à fait reconnus à tout individu. Donc c'est quand même triste. J'espère que aujourd'hui, en ce jour où on célèbre la femme, on va penser, parce qu'il y a des femmes également, il y a des activistes, il y a des femmes politiques aujourd'hui qui souffrent également de violence, de toutes ces injustices. Il y en a qui sont maltraitées quand il y a ces différentes manifestations. Il y en a qui sont... Ça veut dire que les valeurs sont totalement inversées aujourd'hui, elles n'existent plus. Donc c'est vraiment un jour où on devrait soulever toutes ces questions-là. Voilà, nous allons revenir sur cette question de la journée de la femme, mais parlons d'abord du verdict du procès en appel de Bemba, parce que c'est dans quelques minutes que l'ouverture sera connue. Gaëlle, quelles sont vos attentes par rapport au verdict que la CPI va annoncer dans quelques minutes? Écoutez, il faut dire que la CPI nous a quand même lassés. On a attendu, je crois que ça serait un bon point pour eux qu'il y ait enfin un verdict juste. Parce que jusque-là, la CPI, on devrait dire, a perdu sa crédibilité. On attend des procès qui ne sont jamais en cours. Il y a plusieurs accusations. C'est vrai, aujourd'hui, on nous parle de lenteur de la justice et tout ça. Il y a toute cette lourdeur-là dans l'appareil judiciaire. On veut bien. Mais on a l'impression que c'est un peu une justice à deux poids et deux mesures. Donc, on aimerait bien. Ça, c'est un souhait déjà en tant que patriote que Jean-Pierre Bemba puisse recouvrer la liberté, parce que c'est un procès, on l'a suivi un peu, on devrait le dire, politisé. Il y a plusieurs soubassements, il y a beaucoup qui ont combattu à ses côtés, qui ont échappé à la justice de la CPI. Donc, il faudrait bien que ça s'arrête un jour et que la CPI nous montre un peu ce côté vraiment juste de son appareil judiciaire. Donc, je crois que pour moi et pour beaucoup d'entre nous ici au Congo, on attend un verdict plutôt positif pour cet homme qui a passé déjà plusieurs années, laissant une grande formation politique un peu éperdue, on devrait dire. On a vu tout ce qui s'est passé après, donc ça serait juste quand même qu'il regagne la scène politique congolaise. Voilà, alors en analysant tout le déroulement du procès, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a eu droit à un procès équitable? Je l'ai dit tout à l'heure, pas du tout. On a vu qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, il y a eu beaucoup, et ce qui est regrettable, d'abord je le dirais ici, parce que nous, en tant que patriotes, c'est vrai que les jeux politiques a ses contours assez compliqués, qu'on ne pourrait pas forcément justifier ici, mais il y a eu beaucoup de traîtrise de la part de ses collègues politiques, il y a eu beaucoup. On a vu comment il y a des gens, les dossiers venaient d'ici. Très souvent, c'était les politiciens d'ici qui ont peut-être combattu aux côtés de Jean-Pierre Bemba, qui tirent les ficelles, etc. Moi, je trouve que c'est quand même triste. C'est quand même triste que ça se soit passé comme ça. Et je pense que dans le déroulement, déjà, ça a trop tiré en longueur. Je crois que les procédures ont été trop longues. Il faut que ça finisse. Oui, ça a été trop long, trop de rebondissements inutiles, alors que le cœur du procès est ailleurs. Donc, il faut qu'on nous dise la vraie justice sur le cœur de pourquoi il a été arrêté. Le problème était ailleurs. Donc on a vraiment tiré les procédures de tous les côtés possibles pour qu'il puisse faire le plus longtemps possible en prison. Et je crois que là, ce n'est pas juste du tout. Et je crois que le verdict d'aujourd'hui pourra nous en dire plus. Alors, Christelle, quel est ton sentiment à voir que Bemba est à la barre sans les Centrafricains qu'il avait invités à combattre la rébellion qui menaçait le régime démocratiquement élu? Peut-être, je répondrai, si c'est une question de bon sens, je dirais peut-être que je suis sidérée de voir que ces autres qu'il avait invités à mener avec eux la guerre n'ont pas été condamnés par cette cour. Mais si c'est une question de science, je dirais que je ne suis pas doctrinée. Je ne suis pas doctrinée, je ne sais pas comprendre comment est-ce que eux n'ont pas été appelés, mais Jean-Pierre Bemba a été emprisonné. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes devant une cour qui tient à tout prix à son image. Depuis très longtemps, je disais que si on doit attaquer la cour sur le plan du fond, on ne va pas vaincre. Il fallait depuis tout ce temps attaquer la cour sur le plan de la forme. Comment expliquer qu'une cour, elle a toujours brillé par sa bipolarisation? Regardez en Côte d'Ivoire.
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un côté Gbagbo avec sa milice et de l'autre côté, il y a eu Ouattara avec aussi sa milice. Mais comment on va arrêter Gbagbo sans arrêter Ouattara? On va chez Charles Taylor, Libéria. On l'arrête, lui, pour trafic d'armes, pour meurtre, pour crimes contre l'humanité, mais on n'arrête pas Compaoré. Alors que nous tous, nous savons que les armes passaient par le Burkina pour arriver jusqu'à Charles Taylor. Donc je vous ai dit, cette course, c'est tout d'abord l'image. Et il faut que les avocats de Jean-Pierre Bemba sachent qu'ils ont induit Jean-Pierre Bemba en erreur. Un avocat n'est pas un accompagnateur judiciaire. Toi, un avocat, tu ne peux pas embrouiller ton client jusqu'à ce qu'on aille suborner les témoins. C'était une erreur grave de la part des avocats de Jean-Pierre Bemba. Mais cette nouvelle équipe, je sens une nouvelle énergie parce que je me suis en train de dire, enfin, ils ont posé le bon diagnostic. Il faut attaquer la cour. Nous avons eu un procureur, Morino Ocancon, qui a été sali avec nos confrères de Mediapart, où on a démontré comment est-ce qu'il recevait des pots de vin. Voilà, qu'il était corrompu. On doit tabler là-dessus pour emmener, par exemple, Jean-Pierre Bemba à s'auto-réguler. Alors, vos attentes, les attentes, la même question que je venais de poser tout à l'heure à Gaël par rapport à ce verdict. Et nous allons passer à un autre sujet. Mes attentes, vous savez, madame, je me force d'être une personne réaliste. Hein, vous savez, je connais un peu ce qui se passe autour de ce dossier parce que je me suis vraiment intéressée. J'ai lu et ce qui est vrai, c'est que il y a beaucoup, comme madame Gaël a dit, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de ficelles, il y a des gens qui tirent parce que voir Jean-Pierre Bemba aujourd'hui libre, ça va déranger, ça va faire du bruit. Ça va changer les choses parce que c'est un homme d'abord en termes de charisme, il en a. Certes, il a eu ses défauts. Parce que je ne fais pas faire la talakou de Jean-Pierre Bemba, mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui ont été bénis par Dieu pour avoir des charismes comme ça. Il est charismatique. Et le voir sortir, ça ne sera pas acceptable par tous. Alors, moi, ce qui me fait encore mal, c'est nous, la presse. Peut-être on n'a pas eu les moyens. C'est les acteurs politiques. On n'a pas eu le moyen. Il fallait qu'on descende cette cour sur le plan de l'image. Il fallait qu'on le fasse. Le procès Jean-Pierre Bemba est une sorte de... je sais pas moi, de mascotte. C'est-à-dire, on va juger tout, voilà, de cobaye. On va juger tous les procès qui vont venir par rapport au procès Bemba. Voilà, au procès Bemba, à la rigueur avec laquelle ils vont faire cela. Donc, bonne chance, peut-être, avec la prière, avec Dieu, parce que c'est un père des familles quand même. C'est un père des familles. C'est un homme, il a une femme. Et depuis tous ces temps, il a vécu isolé de sa famille. Et c'est pas bien pour ses enfants. On peut donc souhaiter que le meilleur, que cette erreur-là des avocats soit enfin décantée. Voilà, Journée internationale de la femme, nous parlons sur ce plateau de l'engagement politique de la femme et son rôle du côté de l'homme politique. Gaël, on sent qu'il y a moins de femmes qui s'engagent dans la politique. Comment est-ce que vous expliquez cela? Gisèle, le débat reste le même pratiquement toutes les années, c'est bien dommage. Il faut que la femme finisse par se réveiller. On dit toujours que ça ne sera jamais un cadeau qu'on apportera sur un plateau, jamais. Que faut-il dire encore pour que la femme s'engage? Il y a tellement de valeurs dans ce pays que je me demande ce qu'on attend. Tout se gagne en fait. Il n'y a rien qui est offert comme des petits pains. Tout se gagne et la femme doit prouver de quoi elle est capable aujourd'hui. Ça, on le dit. Dans les formations politiques, aujourd'hui, c'est quand même dommage. Mais il faut que la femme prenne le relais aussi en tant que leader. Qu'elle ne soit pas tout le temps là derrière les chefs de parti qui les classent à leur, voilà, selon leur bonne volonté. Hein, parce qu'elles ont tel ou tel autre attribut. Souvent, quand on fait le tour des partis politiques, souvent ce ne sont pas les plus méritantes qui sont en avant. C'est soit la femme du chef de parti, soit la petite copine, pour ne pas le dire. Il faut certains avantages plutôt charnels pour accéder à des postes de responsabilité. Donc les femmes aiment plus attendre qu'on les emmène. C'est la facilité. Sur le plateau. Ça c'est une chose, c'est quelque chose qui me fait mal moi-même parce que je suis une femme, c'est comme une auto-flagellation. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on touche ces points-là, mais il faudrait le dire, il faut le reconnaître. Quand on fait le tour d'horizon, dans les différents secteurs de la vie nationale, les femmes adorent la facilité. Alors qu'elles sont capables de sortir le meilleur d'elles-mêmes, c'est pas les intelligences qui manquent dans ce pays. Mais il faut savoir oser, il faut savoir aller au-delà quand même, donner un peu plus de Et vous êtes quand même parmi des femmes qui ont émergé dans la profession
Parlez-nous un peu de votre parcours. Ben, moi, je suis journaliste. J'ai commencé, comme vous savez, je vais pas faire un autoportrait, mais je pense que je vais pas me lancer les fleurs aussi, et jeter les fleurs aujourd'hui, mais je pense que je me suis battue. Pourquoi, Gisèle? Parce que j'ai certains témoignages, par exemple, des endroits où j'aurais pu, moi aussi, passer par des chemins faciles, mais j'ai préféré me battre. Ça veut dire que ça se passe au prix du sacrifice. Moi, j'ai passé des heures de travail pour arriver à ce que je suis. J'ai commencé sur le tas, journée sur le tas pour arriver à l'IFASIC, mais je me suis battue. Jamais on m'a servi quoi que ce soit sur un plateau de télé. Vous avez quand même rencontré des obstacles? Bien entendu, il y a beaucoup d'obstacles. En tant que journaliste professionnel aujourd'hui, je me rends compte que c'est très difficile d'échapper des fois à ce genre de choses. Quand on est dans une entreprise de presse, par exemple, il y a toujours ces pressions. Ça peut venir du patron, ça peut venir des collègues. J'ai eu à travailler dans un cabinet ministériel où les choses n'étaient pas faciles. Les hommes ont toujours tendance à voir un collègue féminin comme une proie. Et les femmes aussi entre elles. Voilà, il y a toujours ce combat entre les femmes, un combat déloyal, parce que moi j'estime que le vrai combat, c'est par les valeurs professionnelles, pas autre chose. Donc, moi, je pense que de mon parcours, en tout cas, j'ai un témoignage assez éloquent de toutes ces violences, de toutes ces pressions qu'il y a dans le secteur professionnel. Mais je pense qu'avec la volonté, la détermination, et puis c'est une question de moralité. La moralité aujourd'hui, c'est une valeur qu'on a perdue. Au Congo, c'est vraiment, on devrait le dire, on a perdu la moralité. Ça se passe, on a parlé aujourd'hui, je me rappelle que le Premier ministre Tchibala, le jour où il allait parler, il a fait des vœux pieux parce que il nous a parlé de moralisation de la vie publique. Mais regardez ce qui s'est passé dans son cabinet. Pour ne pas revenir là-dessus. Vous allez en parler, Christelle. Non, mais ça veut dire que la moralisation, c'est vraiment une question d'éthique qui devrait remettre tout le monde sur le tas. Ça se passe du sommet à la base, il n'y a plus rien comme valeur. Voilà, Christelle, qu'est-ce qui se fait? Je reprends la même question, qu'il y ait peu de femmes qui s'engagent en politique, même dans des mouvements sociaux, peu de mouvements citoyens, allais-je dire, peu de femmes comme Gloria Senga, par exemple, elles ne sont pas nombreuses. Oui, madame, vous savez, cette question, elle est... c'est au fait la question à 1000 points, quoi, de savoir pourquoi ces femmes ne veulent pas s'engager. La peur. La peur, oui, mais peut-être, je dirais, l'ambition. L'ambition. Cette journée a été décrétée suite à des femmes qu'on appelait les suffragettes au Royaume-Uni. Il y a même certaines qui ont donné leur vie pour que leurs droits soient respectés. Elles travaillaient dans les industries textiles. Alors, elles n'étaient pas payées au même niveau, avec un même montant avec les hommes, alors qu'elles travaillaient plus dur. Alors, elles se sont organisées en groupe. C'est comme ça qu'elles ont commencé à réfléchir comment est-ce qu'on va faire entendre notre voix, pour que les gens sachent que nous devons recevoir le salaire proportionnellement à notre travail. Et pourquoi pas la même chose que les hommes. C'est très complexe, cette histoire de femmes. Il y a un manque de repères aussi, voilà, Christelle. Exactement. Nous sommes toutes différentes dans la complexité, mais nous sommes fortes. Il y a des femmes qui sont sages-femmes. Elles font très bien leur travail et elles y restent. Et cette femme qui choisit la politique, elle doit bien le faire, mais le problème, c'est que Gaël a dit tout à l'heure, les manières d'y arriver. Parce que lorsque on arrive quelque part par facilité, vous n'aurez pas le respect des gens. Moi, mes amis, mes collègues, ils m'appellent madame. Ils m'appellent madame, sauf Diana par exemple. Les autres m'appellent madame. Parce que ils pensent, il y a des jours où je me réveille à 4 h du matin pour lire. Pour lire, parce que je dois être dans une émission, vous êtes une femme respectable. Je dois prouver que je suis intelligente. Je dois lire. Je dois pas. Une femme ne peut pas passer inaperçue. Je dis toujours que nous trois, comme nous sommes là sur ce plateau, il faut savoir que nous représentons et ces femmes qui n'ont pas eu la chance d'étudier, eux, nos consoeurs qui sont à la maison parce que peut-être le mari ne veut pas qu'elles puissent travailler, et les autres qui sont encore à l'université et qui sont encore des élèves. Donc une femme vaut 3 fois. Et on doit exceller, on doit impacter. Au-delà de ça, chaque année, il y a pléthore de thèmes. Thèmes par-ci, thèmes par-là. En réalité, ce sont de slogans creux qui n'ont rien à voir avec la réalité que vit la femme congolaise. Je vais vous donner un exemple. Oui, très vite. Dans le milieu rural, par exemple, une étude a été faite que pendant le 4 mois, le 4 semaines qui forment un mois, toutes ces filles ne viennent pas à l'école pendant 1 semaine. Vous savez pourquoi?
parce qu'elles ont leur période, des filles, et elles n'ont rien pour se protéger. Alors, elles ne partent pas à l'école, elles préfèrent rester à la maison. Vous voyez ce genre de problème? C'est ça la réalité. On peut aujourd'hui parler des femmes à l'école, envoyer les femmes à l'école. Mais vous et moi ne connaissons pas les femmes qui sont licenciées mais qui ne savent pas lire. Qui ne savent pas lire, qui ne savent pas revendiquer leurs droits. Elles sont légion. Le problème n'est pas à ce niveau-là d'études. Pour des millions, mener des campagnes qui ne ressemblent pas, qui ne rencontrent pas les desiderata d'une femme. C'est comme ça, s'il vous plaît, madame, je vais finir par là. Oui. C'est comme ça que même ces lieux-là qu'on appelle l'école, il y a une autre étude sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. 80% se passe au milieu scolaire. Soit en allant à l'école, elle a été repérée par son violeur, soit au retour de l'école, soit même dans la classe par son professeur. Exact. Vous avez vu au Nigeria, ces filles qui ont été enlevées à Chibok par les Boko Haram. C'était où? C'était pas à l'école. Et pour ces filles-là elles-mêmes, est-ce qu'elles enverront encore leurs enfants à l'école? Non. Donc, au-delà du pagne, au-delà du maquillage, la femme, c'est un être à part entière. Même si nous voyons les femmes comme Hillary Clinton ou les autres se plaindre, quand vous voyez une femme qui a été première dame, qui est très puissante, une avocate puissante, se plaindre quand même de la réalité de la femme, ça veut dire que partout nous vivons la même chose. Même en Inde, que ce soit en Inde, en Corée, au Pakistan, lorsque vous allez à l'échographie, on vous dit que vous avez une femme, le premier réflexe, c'est d'avorter, parce qu'ils ne veulent pas voir des femmes. Voilà. Donc, au-delà des clichés et des stéréotypes, le journaliste mène à tout. On a vu nos consoeurs, je peux citer Marie-Ange Mouchébécois, Wivine Moleka, Élisée Dimanja, qui étaient aussi de femmes de médias comme vous, qui aujourd'hui se sont lancées dans la politique. Est-ce que Gaëlle, vous êtes fière de ces femmes aujourd'hui? Vous les enviez? Écoutez, c'est une question directe qui va peut-être pas mériter une réponse directe, mais j'espère que dans mes propos, au moins, les gens pourront se retrouver. Le journalisme, c'est quelque chose de très complexe. C'est une science un peu charnière, comme vous l'avez dit, qui emmène à beaucoup. Mais comme je disais tout à l'heure, on est en manque de repères dans notre société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont fait un nom, mais qui n'ont peut-être pas donné ce que les gens attendaient d'elles. C'est ce qui décourage les générations qui viennent ailleurs. On doit être de vrais repères. On doit être de vrais repères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a la grâce d'accéder à une haute fonction, il faut marquer les esprits. Il faut marquer son temps en posant des actes qui vont changer pour les générations. Il ne faut pas juste se limiter à des actes purement politiques. Jouer en faveur juste de sa famille politique, par exemple. Non. Qu'est-ce que ça va changer? Il faut se demander en quoi ça va impacter votre société. Il faut aller dans la politique. Moi, aujourd'hui, si je me lance en politique, je me dis, j'aurais comme ambition de changer vraiment les choses. Ça veut dire pas seulement être au service de monsieur, je sais pas, le chef de je ne sais quoi. Non. C'est vraiment changer la politique et que la politique. Je crois que c'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient se lancer en politique, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme motivation? C'est peut-être la motivation financière, tout simplement. C'est peut-être juste remplir un CV. Mais pour avoir fait quoi? Quand on est ministre, il faut avoir changé des choses. Il y a combien de lois aujourd'hui qui sont en végétation? Il y a combien de choses qui changent aujourd'hui? Déjà, quand on parle, je vais revenir par exemple sur les thèmes. C'est celle qui dit qu'il y a des multiplicités de thèmes qui ne changent rien du tout. Il y a presque une dizaine d'années, on parlait de dénoncer. Mais aujourd'hui, 10 ans après, regardez à quel niveau on est. Il y a des violences qui se passent dans nos quartiers. On s'était focalisé à l'Est, mais on a vu que ce n'était pas seulement dans l'Est. Même à Kinshasa, ici, il y a des choses effroyables qui se passent. Combien sont dénoncées et qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire qu'il y a un véritable problème déjà autour de ça. Moi, quand je circule dans la ville, je me dis, mon Dieu, j'ai une ministre de la jeunesse, je sais pas quoi, j'ai une ministre du genre. Ministre de droits humains. Mais attendez, sur les panneaux je vais pas fustiger les brassicoles ou quoi que ce soit, mais la femme, regardez comment la femme est exploitée aujourd'hui. Quand je regarde la télé, je vois les spots publicitaires, la femme, la jeune femme surtout, mais on veut donner quelle ambition à cette femme-là? Si elle est chosifiée comme ça pour juste faire une publicité de la bière ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les femmes, on les voit dans les bars à longueur de journée. Mais on est dans quel pays? Dans un pays qui a envie de se relever où on a envie de voir non seulement les femmes, mais aujourd'hui, j'insiste sur la femme, mais c'est l'homme aussi. C'est quelle ambition? On a tué l'ambition dans la jeunesse aujourd'hui. Et il y a une ministre de la jeunesse, elle fait quoi?
Elle fait quoi? Il y a une représentante de jeunesse choisie par qui, je ne sais pas, parce que moi, de toutes les façons, jeune ou pas, je suis encore jeune, je suis une dame, mais je ne me retrouve pas. Je dis que mes jeunes filles ne peuvent même pas être représentées par cette dame. C'est quel combat? C'est quel combat qu'on mène? Tous les jours, la jeune fille, si elle est chosifiée. Et on lui a mis dans la tête qu'elle ne peut aujourd'hui gagner sa vie que par ses attributs physiques. C'est ça qui entre dans la tête de la jeune fille aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde ne peut pas accéder à des études par rapport à plusieurs paramètres. Il y a les paramètres sociaux, etc. Mais ça aussi, c'est un problème. L'État aujourd'hui est incapable d'assurer la formation, même quand il faut offrir des bourses aux gens. C'est des choix qu'on donne. On prend encore dans les familles les plus nantis. Mais il y a beaucoup de gens ici qui ont de la valeur, à qui on pourrait offrir des formations. Les femmes n'attendent que ça, parce que pour qu'elles donnent aussi le meilleur d'elles-mêmes dans leur secteur, il faut qu'elles soient pour un minimum, en tout cas, formées. Merci Gaëlle. Qu'est-ce qu'on fait une femme à la tête du ministère des Droits humains, mais curieusement, Christelle, c'est sous son règne qu'il y a eu violation grave de droits humains en République démocratique du Congo, alors qu'à la tête, il y a une femme. Non, mais être une femme, je vous ai dit, une femme, c'est un être à part entière. Même la bêtise, elle-même, elle est asexuée. Elle n'a pas de sexe. Si elle veut briller, non. Nous cherchons des femmes. Tout à l'heure, vous m'avez cité des noms. Moi, je veux vous répondre. Vous connaissez Simone Veil, madame? Voici une femme qui a changé la génération féminine française. Ce sont ces femmes-là. Et du monde. Et du monde. Aujourd'hui, on l'a étudié à l'école et il fallait voir les hommages lors de ces obsèques. Voilà les femmes. Il y en a des immortels qu'il faut lire. Les femmes comme celle-ci, comment elle s'appelle, Aung San Suu Kyi. Voilà les femmes. Les femmes comme Gandhi. Margaret Thatcher, voilà les femmes qu'on cite. Et en Afrique, il y en a aussi. Johnson, par exemple, au Libéria, cette femme qui a mère de 4 enfants, qui a appris le français pendant ses grossesses. Elle prenait telle langue, elle apprenait telle langue pendant ses grossesses. Ce sont ces femmes-là. Ne nous parlez pas des femmes qui ont été nommées. Ne nous parlez pas des femmes qui ont été, qui ont fait les tours par soif du pouvoir, qu'on vous appelle ministre, qu'on vous appelle député. Et nous savons tous comment elles ont été élues. Ces femmes, je ne vais pas être direct, comme Gaëlle l'a dit, mais c'est désolant. C'est désolant par rapport à la jeune génération. À ces filles qui sont encore à l'école, qui sont encore à l'université, qui doivent choisir, n'est-ce pas, sur le tas, comme ça, je vais ressembler à telle ou à telle. On nous a parlé ici d'une représentante de la jeunesse. Moi, par contre, j'étais à une émission où j'ai dit je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle fait. Tout ce que je vois, ce sont des photos, ce sont c'est la ronde et tout. Je ne sais pas en réalité et je ne sais pas comment elle a été élue, comment elle a été placée là, je ne sais pas. Évidemment, quand on parle comme ça, il y a des autres qui disent non, qui s'abaissent à certaines idées de jalousie et tout. Non. Mais madame, on se bat, n'est pas là, les on doit favoriser le concours, l'effort en matière des femmes. Il faut mettre les femmes qui conviennent. Pas parce que tu as été avec tel ministre, pas parce que tu as, même si tu as été avec tel ministre, madame. Vous savez que, voilà, vous savez que la plupart des femmes qui ont émergé dans le monde sont des produits d'hommes. Voilà. Il y a aussi des femmes, tu as la parole Christelle, il y a aussi des femmes qui sont comme des conseillères auprès de leur mari, il y a des femmes de président de la République, des femmes de ministres, les femmes... Alors, quelle est la femme qui t'a marqué? Les femmes qui œuvrent aux côtés de leur mari, comme président de la République, comme premier ministre. Nous avons vu par exemple, Maman Mobutu, par exemple, qui a été, dont on retient sa générosité. Et la première dame actuelle aussi, dans ses pas. Quelle est la femme qui des femmes des présidents du Congo. Des ministres. Des ministres, non. Des fois, elles jouent de Est-ce que les femmes... Non, j'en ai pas. Je préfère... Il y a une femme qui est très dynamique en Afrique, c'est la femme de Macky Sall. D'ailleurs, même si vous allez au Sénégal, les gens disent que c'est elle qui est la présidente de la République parce qu'elle est très dynamique et elle est très forte. C'est une femme très intelligente qui, vous voyez le résultat au Sénégal avec Macky Sall. Mais j'aimerais quand même revenir à ce que j'ai dit tantôt. Je parlais du rôle de l'homme près de la femme. Même s'il y a un homme qui est votre piston et un parapluie, mais lorsque vous êtes placé à cet endroit-là, vous devez briller. Il y a cette femme, Marine Le Pen, qui est le fils et qui est la fille de Jean-Marie Le Pen. Elle peut beau être la fille de Jean-Marie Le Pen, mais elle s'est affirmée. Elle s'est affirmée. Il y a eu la présidente du Brésil, qui a été la dauphine de Lula.
Elle s'est affirmée. Il y a souvent les hommes qui nous prennent par la main et qui nous tirent, comme Hillary Clinton par son mari, par exemple. Mais au moment où on nous met là, c'est en ce moment-là qu'on devrait impacter et travailler pour les autres femmes. Mais il y a aussi d'autres femmes qui jouent de mauvais rôles aux côtés de leur mari, comme Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Non, je ne voudrais pas répondre directement. Vous savez, il y a à manger, à boire cette affaire de Simone Gbagbo et de son mari. Toute femme aux côtés de son mari est une conseillère, soit positivement, soit négativement. La femme de Mugabe. La femme de Mugabe aussi. Donc la femme, elle est une conseillère. Mais l'homme reste au centre de ce qu'il fait. Alors, on va conclure, Gaëlle, avec ce sujet pour passer à l'affaire de code minier. Il y a un phénomène, lorsqu'un mari accède aux fonctions, les femmes créent des fondations. Nous avons vu Fondation Chantal Mouzitou, Fondation telle, et après les fonctions, ça disparaît. Tout réside dans la motivation. Je l'ai dit tout à l'heure, la motivation de nos actes, qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, il y a cette histoire, en dehors de ces fondations, il y a cette histoire d'affairisme autour des fonctions politiques. La fonction politique est totalement bradée aujourd'hui et c'est une occasion aujourd'hui pour enrichir, la famille. On voit que quand quelqu'un est nommé aujourd'hui, c'est la fête. Alors qu'il n'a même pas encore commencé à travailler, excusez-moi. La prise de fonction seulement, quand on nomme, là on lit je ne sais pas quoi sur la télé, qui est censé être le village de je ne sais quoi, là au milieu de la télé, au milieu du village, je ne sais quoi. C'est la fête dans ces familles-là. Et donc, je prends l'exemple, aujourd'hui je vais prendre un exemple vraiment tellement éloquent, au gouvernement Tchibala, chez le Premier ministre, mais il y a les beaux-filles, les gendres, les filles, c'est toute la famille, le clan qu'on emmène là-bas. Mais ça, c'est complètement scandaleux. Donc, la chose publique est utilisée aujourd'hui comme un instrument d'enrichissement personnel. Pour les familles. Mais où est-on dans ce pays-là? C'est, comme on dit, une république bananière. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Un jour, on est vraiment dans une situation de confusion la plus totale. Alors, vous voyez que dans cette confusion-là, vous pensez que les femmes vont rester en règle. Non. Elles sont là aussi, elles prennent leur part. Ça veut dire, bon, qui n'est pas maté, il faut investir dans quelque chose. Et souvent, les fondations, ça disparaît après. Oui, les fondations sont souvent des couvertures. Des couvertures juste pour mieux se servir, utiliser l'argent. On fait des dons à gauche, à droite, filmés. Nous, la presse, on est tout le temps là comme des suivistes, des petits moutons. Il suffit que quelqu'un ait donné 2 sacs de riz là-bas. Vous en faites toute une campagne avec des commentaires qui sont incroyables, quoi. C'est ça aussi la presse. Est-ce qu'on pose les vraies questions? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces fondations? Vous me posez cette question, mais c'est notre rôle aussi de donner la vraie information. Qu'y a-t-il derrière ces fondations? Qu'y a-t-il derrière ces dons? On attend toujours que Mediapart fasse des enquêtes, mais nous ici, quand on doit faire des enquêtes, c'est pour ne rien dire. Il faut trouver les vraies questions, des vraies réponses à ces questions-là. Qu'y a-t-il derrière ces choses-là? Comment les femmes, par exemple, d'hommes politiques, ont accès à de grosses enveloppes comme ça? Déjà, les hommes politiques, leurs enveloppes sont vraiment floues. On ne sait pas comment ça se passe. Un premier ministre qui se promène avec des valises de dollars, sa famille, pareil et tout ça. Mais d'où vient cet argent? C'est dans le budget là qui est discuté au Parlement. D'abord, quand vous voyez les dépassements, c'est vraiment scandaleux. Ça veut dire que dans ces dépassements-là, il y a tout ça. Il y a les femmes qui puisent, il y a les enfants qui puisent. Mais c'est suivi par qui, bon Dieu? Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de suivi, merci Gaëlle. Kabila n'a pas cédé à la demande multinationale. Le code minier va être promulgué en l'état. Il a juste promis que leurs préoccupations seront examinées au cas par cas dans le règlement minier que va élaborer le ministre des Mines, Martin Kabelulu. C'est qui ressort des discussions de 8 heures hier entre le chef d'État, Joseph Kabila, et les opérateurs miniers. Gaëlle, l'on peut dire que Kabila va apparaître comme un nationaliste qui a défendu jusqu'au bout les intérêts du peuple. Ça, c'est vous qui le dites, mais en rapport avec ce secteur minier, il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans ce pays qu'on ne saura jamais rattraper. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en train d'être faites qu'on ne saura jamais rattraper. Le ministre Kabelulu apparaît là comme un éternel ministre des Mines. Est-il si compétent que ça? C'est peut-être la raison pour laquelle on le garde pendant ce temps. Mais il faudrait qu'il y ait un peu plus de regard. Il y a des experts dans le secteur minier qui ont fait plusieurs études, notamment sur l'exploitation qui sont faites des minerais, sur les contrats qui sont attribués aux gens. C'est pas la transparence. On devrait le dire. C'est pas la transparence. C'est des contrats qui ne profitent pas plus à la République. Parce que quand on pose des actes, il faut que ça soit des actes qui ont des effets positifs
sur la longueur du temps, ça veut dire dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va arriver? Ça nous apporte combien? Nous sommes un pays immensément riche. Qu'est-ce que ces mines ont apporté au Congo? Qu'est-ce que ces mines ont apporté aux populations? Même avoisinant tous ces carrés miniers-là. Comment vit la population de ce coin-là? C'est plus des fonctionnaires de l'État qui signent autant au nom de l'État qui en profitent. Oui, il y a ces gens qui sont des personnes morales de profit. Voilà. C'est des individus. Vous allez voir un individu qui détient aujourd'hui plus de 60% de ces carrés miniers. Dites-moi, en vertu de quoi tout cela? Ces ressources-là doivent profiter à chacun de nous. Moi, j'ai le droit de profiter de ces ressources comme tout individu lambda doit profiter de ça. C'est ça les vraies questions. Ce n'est pas à signer, à pas signer ou je ne sais pas quoi, ces entendements-là. Souvent, nous n'en savons pas plus que ça. Mais les vraies questions, c'est la transparence dans ce secteur-là. On a vu, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des institutions internationales qui viennent donner quand même leur quitus par rapport à la bonne gestion. Mais ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots en réalité. Dites-moi, on est grand exportateur de quelle mine? Aujourd'hui, on est sur quelle... Quand on voit la liste des grands exportateurs, on est sur quelle liste? Je ne me rappelle pas que j'ai entendu la RDC aligner quelque part. Mais il y a des mines, il y a des tonnes de mines qui sortent de ce pays, qui vont ailleurs, qui vont profiter aux pays voisins, qui vont profiter à des expatriés. C'est bien d'avoir des investisseurs, mais ils ne peuvent pas gagner plus que le Congo. Le grand gagnant, ça doit rester le Congo avec ses fils et ses filles. Alors d'ailleurs, tous ceux qui ont confectionné ce code minier en 2000 par rapport à tout ce que vous dites là, devront alors répondre de leurs actes devant la justice. Mais tout le monde doit répondre de ses actes. Tout ce qu'on pose comme action doit être justifié. Parce qu'ils ont réservé une part belle aux investisseurs étrangers. La redevabilité a été tuée dans ce pays. La redevabilité a été tuée. On travaille que pour les intérêts des individus. Alors qu'on devrait parler des intérêts de la République. Aujourd'hui, la République, elle est foulée aux pieds. Parce que qu'est-ce qu'il en sera demain? Il suffit qu'un régime arrive pour qu'il ait la main mise sur tous les secteurs de la République. Non. Tous les Congolais doivent être au courant de ce qui se passe. Doivent comprendre, on doit vulgariser. Déjà, vous en parlez, il y a des Congolais qui sont à l'intérieur du pays qui ne savent pas de quoi on parle. Ça doit être vulgarisé, ça doit être publié. C'est des choses que tout le monde devrait savoir, devrait suivre. Et on devrait se justifier. Aujourd'hui, les justifications ici, je vois même les ministres sont des barons. Le Parlement a été acheté. Et aujourd'hui, les ministres ne peuvent même pas aller se justifier. Alors qu'ils gèrent notre argent. C'est notre argent. Moi, quand je vois le Premier ministre Chibal aller jeter des billets, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'il a compris quelque chose, celui-là? C'est une fonction publique qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des gens qui meurent de faim. Et avec leur argent, là... Ils donnent aux chèques qui meurent aussi de faim. Ça doit se passer comme ça. Vous pensez vraiment dans un pays responsable, c'est des actes qu'on doit poser? Il faut se rendre à l'évidence. Je suis désolée de le dire comme ça, je suis un peu crue, mais je pense que c'est une triste réalité. Ça veut dire que nous n'avons pas des hommes d'État aujourd'hui. Hein? Il faut des vrais hommes d'État qui agissent au nom de la République, pas au nom de ses intérêts. Merci Gaël. Le sujet de cette rencontre, Kabila, avec les opérateurs miniers, Flash Info attitré, rencontre des investisseurs miniers avec le président de la République. Ce journal s'interroge, que vient faire Albert Youma? Je lis un extrait. Sous le président du conseil d'administration de la GECAMINE et président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, avait bien fait son travail. Des syndicalistes du patronat congolais, les investisseurs miniers n'allaient pas solliciter une audience auprès du président de la République. Si M. Albert Youma avait bien défendu la FEC, les grands investisseurs, y compris ces grands investisseurs mondiaux dans le secteur minier, n'allaient pas déranger leur agenda pour venir en RDC. C'est parce qu'ils ont senti leurs intérêts mis en jeu par celui qui devait jouer le rôle de leur défenseur, qui a été jugé parti dans la révision du nouveau code minier. Voilà pourquoi se sentant orphelins et abandonnés par celui qui devait être leur rempart, ils ont résolu de recourir au président de la République. Christelle, Flash Info condamne plutôt l'attitude d'Albert Youma. J'ai l'impression que le journal m'a volé mes mots, tout ce que j'ai écrit, là jugé parti et tout. Donc c'est la présence d'Albert. Il faut d'abord dire Albert Youma, c'est un président, c'est un PCA super zélé au fait. C'est le premier PCA qui a le droit de se montrer en public, de parler plus que le DG. Et dans cette affaire, il est jugé parti, c'est clair. Parce que si en amont, il avait fait correctement son travail.
Mais les exploitants miniers n'auraient pas demandé à ce qu'il soit reçu par le chef de l'État. Ça veut dire qu'il n'a pas bien fait son travail. Vous savez, déjà pour venir investir, là nous sommes sur le plan des concepts, des principes. Déjà pour que quelqu'un vienne investir au Congo, c'est difficile. La sécurité, la nébulosité qu'il y a tout autour de l'octroi de contrat, comme Madame l'a dit, ce n'est pas un environnement propice. Mais ceux-là qui viennent doivent bénéficier de cette clause de stabilité. Vous savez, c'est des années pour installer une entreprise minière. Ce sont des années. D'abord, il faut commencer par l'exploration qui peut aller jusqu'à 5 ans, et puis la construction, et puis la production. Et durant tous ces temps, les investisseurs qui courent des risques doivent être protégés. C'est ce qu'ils demandent. Maintenant, concernant ceux qui disent que cette réforme est la plus grande, parce que dorénavant, il y aura beaucoup plus d'argent dans le caisse de l'État, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est lorsqu'on a reçu un peu d'argent, qu'est-ce qu'on a fait avec. C'est ça. Même si aujourd'hui on reçoit des millions, mais au niveau de la réattribution des fonds, est-ce que nous, citoyens lambda, est-ce que avons-nous bénéficié correctement de ce peu d'argent? C'est le paradoxe. Et le président Kabila qui est en fin mandat et qui ne va pas se représenter, qui va partir dans quelques mois, je considère ça comme un goulet d'étranglement. Parce qu'en réalité, même ces multinationales sont les représentants de ces occidentaux qui font la puissance et qui peuvent décider même sur les enjeux politiques du pays. Donc il doit bien agir et il doit bien réfléchir par rapport à cette affaire. Vous savez, le problème du Congo, ce sont les intérêts. Il y en a trop. Et ce qui est bizarre avec les intérêts du Congo, c'est que tout le monde se retrouve, sauf le Congolais. C'est ça. Lorsque le fils de Zuma vient ici pour investir au lac Albert, il se retrouve. Lorsque le nouveau président zimbabwéen est venu ici tout en souriant, avec ses dents dehors, parce qu'il a vu ce pays qui lui a tout donné, des milliards, alors que la population souffre. Croupis dans la misère, il était tout souriant. Lorsque les Américains Nokia, qui auraient, n'est-ce pas, des liens avec la cassitérite de Walikale, viennent ici, ils se retrouvent. Les Français se retrouvent. Les Tchadiens se retrouvent. Mais qui ne se retrouve pas? Le Congolais. À cause de qui? À cause d'un seul homme. Vous allez être jugé parti jusqu'à quand? La misère du Congolais, nous savons d'où ça vient. Nous savons d'où ça vient. Et c'est un peu cette cuvette d'espoir, ces exploitants miniers, qui constituent un peu ce bouée de sauvetage du président. C'est eux qui font que, jusqu'à présent, que le régime ait l'argent pour survivre. Alors, Christelle, l'examen au cas par cas de préoccupation de grands miniers, est-ce que ça ne se fera pas, avec surcoût de corruption? C'est ça la crainte. À ce niveau-là, madame, on parle plus de corruption. Là, c'est pratiquement, c'est institutionnalisé. Vous savez, mais j'ai entendu, au-delà du ministère, madame, c'est un système. C'est un système très dangereux, budgétivore. Vous savez, j'ai entendu mes confrères ici parler de Gettler, d'un certain Gettler. Vous savez, la seule différence entre Gettler et Léopold II, c'est que Léopold II n'avait jamais vu le Congo. Il avait son champ de 2 345 000 km². Avec nous, ces animaux ont tourné, ont festoyé. Et lui, il était à l'aise. Et il recevait du caoutchouc, il recevait du bois. Et la seule différence, c'est que Gettler, lui, il vit même au Congo. Lui, c'est le Léopold II du temps moderne. Il est là, il vit au Congo. Les intérêts sont énormes. Mais en face, le problème, c'est en face. On doit avoir l'argent. Ensuite, le mettre dans les projets sociaux, en construisant les écoles. C'est comme ça qu'un pays avance. Voilà, puisque nous l'avons annoncé, nous sommes déjà presque à la fin de kiosque de ce 8 mars, Gaël, scandale à la primature. La question est l'unique, je crois. Les désordres qui se passent à la primature ne va pas servir d'argument pour la majorité, l'argument de campagne pour la majorité présidentielle face à l'opposition. Attendez, opposition, quelle majorité? De quoi parlez-vous déjà? Bon, moi j'estime que Tchibala, comme beaucoup, moi c'est ma lecture, ne fait plus partie de l'opposition, ça fait belle lurette. Donc aujourd'hui, y a-t-il débat encore entre opposition et majorité? Non. Et le débat n'est pas là. Aujourd'hui, on ne veut pas dire que
les opposants sont des anges non plus. Hein. Le problème réside justement dans cette question, non, la moralisation. À l'extérieur. Non, c'est une question de moralisation. Mais c'est ça. Non, déjà, lui, c'est quelqu'un qui est entré par une porte qu'il ne fallait pas. Ça veut dire il est arrivé à cet endroit-là, déjà fustigé par beaucoup, donc ce qui fait par la suite n'étonne personne, on devrait le dire. C'est là justement d'où part cette question de moralisation des personnes. Ce n'est pas un péché de passer de l'opposition à la majorité. Dans tous les pays du monde, il y a des jeux politiques qui se passent. Mais seulement, il faut que ce jeu ne soit pas malsain. Il faut que ça soit un jeu sain et qui concourt au bien-être de la population. Mais par rapport à ce scandale, parce que ça c'est le plus important, oui, je veux bien, aujourd'hui j'entends, le chef de l'État a fait arrêter. Bon, là déjà, je pense que c'est quelque chose, une question quand même, c'est de l'arbitraire, a fait arrêter. Pourquoi? Ça se fait comment? Ça, c'est vraiment, il faut réfléchir sur la question. Mais le problème, c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les institutions publiques, on a parlé ici de corruption, on a parlé de l'immoralité. Aujourd'hui, il y a beaucoup les sextapes. Je vais en parler comme ça fait la une. Il ne se passe pas un mois sans qu'on tombe sur un individu, ministre, ou ministre qui soit. Aujourd'hui, on voit les chefs de partis politiques qui sont dans ces histoires-là. Mais où est-on dans ce pays? Je n'ai pas entendu quelqu'un les faire arrêter. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que ce sont des dirigeants qui sont à la tête de nos institutions. Merci. Qui sont chargés de nous gérer. Non, Gisèle. Merci. Qui sont en train de pratiquer ces choses-là, au vu aussi de tout le monde. Et on les laisse, la vie continue. Mais on va apprendre quoi à nos enfants demain? Ça circule sur tous les téléphones. Ces pauvres papas-là, je me dis déjà, leur famille est en mal. Peut-être ça continue avec l'argent qui vient au quotidien, ça arrive à les consoler. Mais qu'est-ce que ça emmène comme destruction dans notre vie, à nous? Parce qu'il y a nos enfants qui voient. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc il y a un problème de moralisation. Merci Gaëlle. Merci Christelle. Non, vous savez que les donneurs de leçons d'hier ne sont pas de piètres gestionnaires de l'État. Au-delà de ça, même Tchibala ne mérite pas cette attention-là par rapport à nous. Vous savez, quand il a entendu Bayrou parler de la moralisation, il a piqué tout de suite. Il pensait que c'était simple. C'était pas simple. Vous savez, c'est ça la gabégie, c'est ça le clientélisme, le népotisme. Ce régime a tué ce peuple, a tué la jeunesse, a tué l'avenir même des enfants. L'arbitraire. Le chef de l'État veut nous dire que depuis tout ce temps, on parle de Tchibala, il n'entend pas. Tout ce qu'on dit sur lui, il n'a jamais entendu. Ce n'est qu'hier ou avant-hier, quand il a vu la vidéo, maintenant on va ordonner d'arrêter. Même pas interpellé parce qu'il lance le billet de banque. C'est l'arbitraire, ça. Donc pendant 17 ans, il n'a pas pu lui-même asseoir un appareil capable de s'auto-conduire. Il a fallu attendre l'instruction du chef de l'État. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Oh, madame. Nous sommes arrivés à la fin, Christelle. Madame, je dois demander la permission à prof. Nous sommes arrivés à la même. Elle doit terminer son idée. Le procès Bemba, c'est la réalisation. Oh c'est pas moi, c'est la réalisation. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain, même heure, sur Canal Congo Télévision et Radio.